Imaginez qu'un photojournaliste vous suive depuis 3 ans, que vous ayez mémorisé ses traits, que vous sachiez d'avance à quel coin de rue il se trouvera chaque matin en quittant votre immeuble, que vous ayez appris à ne plus réagir au flash, au clic de l'obturateur, à l'écho de vos pas enregistrés par un inconnu. Que vous ayez fini par accepter que le monde fonctionne ainsi, qu'il ne changera peut-être jamais. Imaginez maintenant que, dans cette existence dépourvue de toute intimité, une femme décide de s'affirmer. Elle dit non, mais elle le fait en silence, sans tapage. Elle ne donne pas d'interview, ne pose pas pour les photographes, ne donne aucune explication. Elle refuse simplement de devenir le personnage que tous imaginaient. Et le monde, incapable de tolérer ce refus, choisit de l'anéantir. Dans la nuit du 16 juillet 1999, un Piper Saratoga monomoteur décolla de l'aérodrome du comté d'Essex, dans le New Jersey, à 20h38. À son bord se trouvaient John F. Kennedy Jr., son épouse Caroline Bessette Kennedy et la sœur de celle-ci, Lauren Bessette. Leur destination était Martha's Vineyard. L'avion n'y est jamais arrivé. Caroline Bessette Kennedy avait 33 ans. À ce moment-là, elle était la femme la plus photographiée au monde, et pourtant, presque personne ne savait qui elle était vraiment. Et cela, dans l'Amérique de la fin du XXe siècle, était impardonnable, plus que toute autre chose. Voici l'histoire de ce qu'ils ont fait à Caroline Bessette Kennedy. Ce n'est ni le récit du crash d'avion, ni la biographie de son mari. C'est l'histoire de ce qui arrive lorsqu'une personne privée se retrouve prise au piège de la vie la plus médiatisée de la planète, et pourquoi le monde, encore aujourd'hui, n'arrive pas à l'oublier. À la fin de ce récit, vous comprendrez une chose qu'aucun article de 1999 n'a osé expliquer. Caroline Bessette n'est pas morte uniquement dans cet accident. Elle s'éteignait depuis des années d'une autre manière, plus lentement, sous l'œil des caméras. Et ceux qui la dévoraient des yeux n'étaient ni anonymes, ni animés d'une malveillance manifeste. Il s'agissait, pour la plupart, de citoyens ordinaires, persuadés d'avoir le droit de connaître chaque détail de sa vie. Nous allons découvrir qui était Caroline avant d'être retrouvée. Ce qu'elle a perdu au moment de sa découverte. Les stratégies qu'elle a mises en œuvre pour survivre à une exposition à laquelle personne ne l'avait préparée. Et ce que son histoire révèle sur le prix que nous payons lorsque nous considérons l'existence de certaines personnes comme un droit acquis. Car l'histoire de Caroline Bessette Kennedy ne la concerne pas seulement elle, elle concerne ce que nous faisons, collectivement, aux femmes qui refusent d'être exposées. Caroline Bessette est née le 7 janvier 1966 à White Plains, dans l'État de New York. Troisième enfant d'Anne Freeman et de William Bessette, elle a grandi à Greenwich, dans le Connecticut, l'une des régions les plus aisées du pays, même si sa famille ne partageait pas la fortune de nombre de leurs voisins. Son père était ingénieur. Après le divorce de ses parents, alors qu'elle avait 7 ans, sa mère s'est remariée avec un médecin nommé Richard Freeman et la famille a déménagé à Saint Mary's, une ville côtière du Massachusetts. D'abord Greenwich, puis Saint Mary's. Ce détail est important, car Caroline a grandi partagée entre deux mondes, les aspirations liées à un héritage et la réalité d'une famille aisée de la haute bourgeoisie, qui, sans en faire pleinement partie, avait une vision privilégiée de ce monde. Ce statut social forge un talent particulier, savoir décrypter les situations, identifier les pouvoirs en présence et leur exercice, et évoluer parmi des personnes d'un rang supérieur sans jamais paraître mal à l'aise. À l'université de Boston, où elle étudiait les sciences de l'éducation, elle était reconnue pour 3 qualités, sa présence, son assurance et son don pour créer des liens avec les autres. Ses camarades la décrivent comme une personne qui n'avait pas besoin de faire d'efforts pour attirer l'attention, non pas qu'elle la recherchait, mais parce que l'atmosphère était naturellement en harmonie avec elle. Elle obtint son diplôme en 1988, à l'âge de 22 ans, et contrairement à ce que beaucoup pensent, elle n'est pas arrivée à New York pour suivre un Kennedy. Elle cherchait un emploi, elle le trouva chez Calvin Klein, d'abord comme vendeuse dans la boutique de Boston, où son sens de la mode et du service client attira l'attention de la direction. Elle fut rapidement mutée à New York, au service des relations publiques. En 1992, à 26 ans, elle gérait déjà les relations publiques de l'une des marques les plus influentes au monde. Elle coordonnait les défilés, gérait les mannequins et décidait quels journalistes étaient autorisés à entrer et lesquels étaient exclus. Elle était, littéralement, celle qui contrôlait les entrées d'un secteur entièrement fondé sur la notion d'accès. Elle excellait dans son travail car elle avait compris quelque chose que beaucoup de ses collègues n'ont jamais vraiment saisi. Le moyen le plus efficace de susciter le désir pour un produit est de le rendre inaccessible.
L'exclusivité comme arme de pouvoir. Ce que Caroline a magistralement appliqué aux vêtements Calvin Klein, elle a ensuite tenté de l'appliquer à sa propre vie, et elle a découvert qu'avec les gens, le mécanisme ne fonctionnait pas. Elle rencontra John Kennedy Jr. durant l'été 1992 sur un terrain de frisbee à Central Park. Ils commencèrent à se fréquenter. Pendant 3 ans, ils s'efforcèrent de préserver leur relation des regards indiscrets. John était alors l'homme le plus photographié d'Amérique, le fils du président assassiné, le petit garçon qui, à l'âge de 3 ans, avait salué le cercueil de son père devant les caméras du monde entier. Le magazine People l'avait élu « homme le plus sexy d'Amérique » en 1988. Il était pratiquement impossible que cette relation passe inaperçue, mais ils ont essayé. Et c'est dans cette tentative, dans la volonté de Caroline de protéger une relation intime au sein d'une vie qui, par sa structure même, la rendait impossible, que commence la véritable histoire. Car ce que nous ignorons encore, c'est le prix que lui a coûté ce combat, ni comment le monde a réagi à son refus de se rendre. En septembre 1996, John Kennedy Jr. et Caroline Bessette se marièrent en secret dans une petite chapelle de Cumberland Island, en Géorgie. La cérémonie, volontairement intime, réunissait seulement 40 invités, sans photographe officiel ni communiqué de presse. La famille avait gardé le secret pendant des semaines. Les participants avaient signé des accords de confidentialité. Tout avait été orchestré pour que le monde ne découvre l'affaire qu'une fois le secret irrévocable. Le plan a fonctionné pendant environ 18 heures. Le lendemain, les photos du mariage ont envahi les journaux du monde entier. Quelqu'un avait divulgué l'information, et l'image que le monde a finalement vue, Caroline dans une robe de soie ivoire signée Narciso Rodriguez, John en costume sombre, tous deux sur une minuscule île de Géorgie au coucher du soleil, est devenue l'une des images les plus reproduites de la décennie. Du jour au lendemain, Caroline Bessette est passée de directrice des relations publiques de Calvin Klein à épouse de l'héritier de Camelot. Et ce que cela impliquait concrètement était une situation à laquelle personne ne l'avait préparée, et aucun pacte de silence ne pouvait la protéger. La couverture médiatique qui a suivi fut non seulement intense, mais aussi d'une nature très particulière qu'il convient de comprendre. La presse ne la traitait pas comme une personnalité publique ayant choisi de l'être, à l'instar d'une actrice ou d'une femme politique. Elle la traitait comme une possession, comme une personne dont l'existence était par définition digne d'intérêt, non pas pour ce qu'elle avait fait, mais simplement parce qu'elle s'était mariée. Dans les 6 mois suivant son mariage, elle a fait la une d'au moins 15 grands magazines. La plupart de ses couvertures ne se fondaient pas sur des interviews qu'elle avait accordées, mais sur des photographies prises à son insu et sur des spéculations concernant son tempérament, ses habitudes, son mariage et son état d'esprit. Un photographe a été intercepté devant son immeuble de Soho avec plus de 400 clichés qu'il avait accumulés après l'avoir harcelé pendant des semaines. Et voici l'aspect le plus révélateur du système auquel elle était confrontée. Plus elle refusait de parler, plus la soif d'information à son sujet grandissait. Son silence n'était pas perçu comme une décision légitime, mais comme une énigme. Et les énigmes, dans l'écosystème médiatique des années 90, ne restaient pas sans réponse. D'anciennes connaissances de son époque chez Calvin Klein commencèrent à donner des interviews. Certaines étaient indulgentes, beaucoup ne l'étaient pas. Une source anonyme la décrivit comme autoritaire et complexe. Une autre laissa entendre qu'elle était instable émotionnellement. Une troisième affirma que John méritait quelqu'un de plus accessible. Aucune de ces sources ne signa. Toutes voulaient parler d'elle. Aucune ne voulait assumer la responsabilité de ses propos. Caroline Bessette Kennedy n'a jamais réagi publiquement à ces descriptions. Elle n'a pas parlé aux journalistes, n'a fait aucune déclaration, n'a donné aucun commentaire. Elle a continué à vivre comme avant. Mais quelque chose changeait dans sa vie et son entourage commençait à le remarquer. Le problème, c'est que ce changement était invisible de l'extérieur, et ce qui n'est pas visible de l'extérieur, dans la couverture médiatique d'une personnalité publique, n'est tout simplement pas considéré comme réel. Pour comprendre ce que Caroline a vécu dans les années qui ont suivi son mariage, il faut se pencher sur la vie qu'elle menait à huis clos, un monde qui, à presque tous égards, était l'inverse de ce qu'elle projetait au monde extérieur. L'appartement qu'elle partageait avec John à Soho, au 20 Northmore Street, était le théâtre d'une vie constamment rythmée par les négociations avec la presse. Les photographes campaient sur le trottoir. Le couple devait planifier chaque sortie, l'heure, la porte d'entrée et le trajet. Restaurant, boutique, courses en taxi, tout pouvait être photographié. Des amis du couple se souviennent que, lorsqu'ils allaient dîner au restaurant, Caroline choisissait toujours de s'asseoir dos à l'entrée, face au mur, pour compliquer la tâche des photographes. John avait acquis une solide expérience en la matière.
Il avait grandi entouré de caméras et avait appris de sa mère, Jackie, à vivre sous le regard constant des médias, une cordialité calculée, une certaine volonté d'être photographié dans des conditions qu'il maîtrisait, une ouverture mesurée qui maintenait l'intérêt du public sans lui faire perdre le contrôle. Il n'appréciait pas cette exposition médiatique, mais il l'avait intégrée à sa routine d'une manière que Caroline ne pouvait reproduire, faute d'une vie entière d'entraînement. Caroline, en revanche, avait choisi son métier précisément parce qu'elle préférait être derrière l'objectif, parce qu'elle aimait manipuler les images des autres. L'idée de devenir elle-même l'objet de ce regard lui était, fondamentalement, étrangère. Et plus elle tentait de résister, plus on la qualifiait de difficile et d'insaisissable, comme si défendre sa vie privée était un défaut de caractère. Ceux qui la connaissaient bien durant ces années décrivent une femme en pleine transformation, difficile à exprimer. Elle n'était pas devenue renfermée ou distante, comme certains articles le laissaient entendre. Elle apprenait, sans mode d'emploi, à survivre sous un regard critique auquel on ne s'entraîne jamais. Elle payait un prix que personne n'avait anticipé lorsqu'elle était tombée amoureuse de John Kennedy Jr. En 1997, un incident particulier attira l'attention des médias, indépendamment de la volonté de Caroline. Une caméra filma une dispute entre eux à Central Park. Les images montraient un échange visiblement tendu, des voix qui s'élevaient, des gestes brusques, John saisissant le doigt de Caroline pour lui retirer sa bague de fiançailles en pleine dispute. L'interprétation fut immédiate et unanime. Le mariage battait de l'aile, elle était instable, le mariage avait été une erreur. Ce qu'aucun titre n'a mentionné, c'est que cette dispute, comme toute dispute entre deux personnes, s'inscrivait dans un contexte que la caméra n'a jamais capturé. Aucun article n'a cherché à comprendre ce que signifie se disputer en public, en sachant qu'on est filmé, en sachant que ces images façonneront la perception de son mariage pendant des mois. Aucun journaliste n'a enquêté sur l'impact que cela a sur une relation de savoir que ces pires moments peuvent potentiellement appartenir à n'importe qui. Car c'est bien à cela que Caroline Bessette Kennedy tentait de faire face, non pas à une crise conjugale, mais à une crise d'intimité qui s'est infiltrée dans tous les aspects de sa vie et que le monde s'est obstinément efforcé d'interpréter comme une crise de personnalité. En 1998, les articles concernant Caroline avaient adopté un ton systématiquement hostile. Les mêmes adjectifs revenaient sans cesse: difficile, froide, distante, autoritaire. Des sources anonymes décrivaient une femme qui déplaisait à John Kennedy Jr. Des articles entiers étaient même publiés pour analyser pourquoi elle ne souriait pas assez sur les photos. Imaginez un peu. Des articles entiers s'interrogeant sur les raisons pour lesquelles une femme réservée ne souriait pas assez sur des photos qu'elle n'avait jamais autorisées. Puis l'histoire prit un tournant inattendu. Vers la fin de 1998, des proches du couple commencèrent à remarquer que Caroline traversait des difficultés qui dépassaient le simple stress. Celle qu'on connaissait pour sa vitalité et son charisme devenait plus introvertie, plus renfermée, sortait moins et participait moins aux inévitables sorties du cercle de John. Ses amis de l'époque où elle travaillait chez Calvin Klein remarquèrent un changement difficile à cerner, mais impossible à ignorer. Les biographes qui ont étudié cette période de sa vie, notamment J. Randy Taraborelli, dont l'ouvrage sur les Kennedy comprend de nombreux entretiens avec des proches du couple, décrivent une femme qui a payé un lourd tribut psychologique à cette surveillance constante. D'après ces sources, elle avait développé une réticence croissante à sortir de son appartement, une hypersensibilité à la présence des caméras et un épuisement physique. Il est facile de comprendre ce mécanisme si l'on considère que chaque apparition publique équivalait à une séance photo non autorisée, que le moindre geste pouvait être interprété par des inconnus, et que le monde entier s'était arrogé le droit de juger si elle était la femme idéale pour l'homme qu'elle avait épousé. Le corps humain n'est pas fait pour supporter indéfiniment un tel niveau d'exposition forcée. Ce qui a aggravé la situation de Caroline, c'est la façon dont les médias ont construit son image. Ils ne l'ont pas présentée comme une personne souffrante, mais comme la source du problème. Le discours dominant n'était pas « cette femme subit une pression injuste », mais « cette femme ne répond pas aux attentes ». Sa détresse a été systématiquement redéfinie comme un échec personnel. Parallèlement, leur relation traversait ses propres difficultés. Ils s'aimaient, tous leurs proches s'accordaient sur ce point. Mais l'amour n'élimine pas la pression, et celle que ce mariage a subie atteignit une ampleur rarement rencontrée. John était habitué à la notoriété. Caroline avait bâti sa carrière en contrôlant son accès à cette même attention. Ces deux positions, au sein d'un mariage constamment scruté, ont inévitablement engendré des tensions. John subissait lui aussi des pressions.
Il avait fondé le magazine George en 1995, un projet mêlant politique et culture populaire, qui pouvait être un succès retentissant ou un échec cuisant, et qui, à ce moment-là, semblait emprunter simultanément les deux voies. Vers la fin de la décennie, la publication connaissait des difficultés financières. John réfléchissait à son avenir, notamment à la possibilité de se lancer en politique, un destin que tous tenaient pour acquis depuis l'âge de 3 ans et qu'il n'avait jamais souhaité, mais qu'il n'avait pas non plus totalement exclu. Et au milieu de tout cela, il y avait autre chose, quelque chose que la presse de l'époque a à peine évoqué, mais que des enquêtes ultérieures ont documenté avec plus de précision. Caroline Bessette Kennedy était enceinte début 1999. Selon des sources citées dans diverses biographies, le couple a fait une fausse couche. Il n'y a aucune confirmation officielle, et la famille Kennedy ne l'a jamais reconnue publiquement, mais plusieurs personnes proches de Caroline l'ont mentionné par la suite. Si cela s'avère vrai, cela ajoute une dimension de douleur intime à une période déjà incroyablement difficile sous le regard du public. Nous ne le saurons jamais avec certitude. Caroline Bessette Kennedy n'en a jamais parlé, car Caroline Bessette Kennedy ne parlait jamais de rien, et ce silence, ce refus de s'expliquer, cette réserve qui était pourtant l'un de ses traits les plus caractéristiques, a été une fois de plus interprété comme un signe que quelque chose n'allait pas, et non comme la preuve qu'elle tentait de dissimuler une douleur intime dans des circonstances impossibles. L'été 1999 fut une période de transition pour John Kennedy Jr. et Caroline Bessette Kennedy. John définissait son avenir. George traversait une période difficile. On parlait de vendre l'entreprise, de la réorienter, de la suite des événements. L'option d'une candidature au Sénat de New York était plus concrète que jamais. Pour Caroline, cela impliquait sans doute un mélange d'espoir et de crainte. Si John se lançait en politique, elle devrait assumer un rôle public encore plus officiel. Il y aurait une campagne, des interviews, et elle deviendrait, avec tout ce que cela implique, l'épouse du candidat. L'exposition médiatique qu'elle avait subie pendant 3 ans se décuplerait. Des proches de Caroline, qui avaient pu lui parler dans les semaines qui suivirent, affirmèrent qu'elle cherchait à concilier son soutien à John et la préservation de son identité. Elle avait commencé à envisager un retour au travail, à se construire une carrière en dehors de l'univers Kennedy. Elle avait évoqué des projets potentiels. Elle aspirait à retrouver une partie de ce qu'elle avait laissé derrière elle. Le vendredi 16 juillet 1999, John Kennedy Jr. devait se rendre à Cape Cod pour assister au mariage de son cousin Rory Kennedy. Il était prévu qu'il dépose d'abord la sœur de Caroline, Lauren Bessette, à Martha's Vineyard, où elle avait un engagement professionnel, puis qu'il rejoigne Caroline à Hyannisport pour la cérémonie le lendemain. John avait obtenu son brevet de pilote en avril 1998, 14 mois auparavant. Il totalisait environ 300 heures de vol certifiées, un chiffre que les experts en aviation jugent suffisant dans des conditions favorables, mais insuffisant pour ce qu'il allait rencontrer cette nuit-là. Il possédait une licence de vol à vue, ce qui signifiait qu'il se fiait à l'horizon pour naviguer. Il n'avait pas de qualification de vol aux instruments, qui permet de naviguer lorsque la visibilité est insuffisante. Cette nuit-là, au-dessus de l'Atlantique, la visibilité était mauvaise. Il y avait du brouillard, et il faisait nuit. La combinaison de ces deux facteurs a créé précisément le scénario dans lequel un pilote qualifié pour le vol à vue, mais non pour le vol aux instruments, peut se désorienter sans s'en rendre compte. Les enquêteurs de l'administration américaine de la sécurité des transports, TSA, ont conclu que John Kennedy Jr. avait souffert de désorientation spatiale, incapable de distinguer l'horizon de l'océan dans l'obscurité et le brouillard. L'avion a entamé une spirale descendante. À 21h41, il a disparu des écrans radars. Les recherches commencèrent quelques heures plus tard, lorsque l'avion ne se présenta pas à Martha's Vineyard et que la famille de Lauren Bessette alerta les autorités. Pendant 5 jours, les gardes-côtes et la marine ratissèrent les eaux au sud de l'île. Le monde entier suivit les recherches en direct. Caroline Bessette Kennedy, Lauren Bessette, John F. Kennedy Jr., ce trio de noms qui revenait sans cesse à la une des journaux. Le 21 juillet, des plongeurs de la marine ont localisé l'épave de l'avion au fond de la mer, à environ 35 mètres de profondeur et à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Martha's Vineyard. Les corps des 3 occupants ont été repêchés. Les autopsies ont confirmé que le décès était dû à l'impact. Caroline avait 33 ans, John 38 et Lauren 34. S'il y a un moment où l'histoire de Caroline Bessette Kennedy prend une tournure véritablement tragique, ce n'est pas l'accident lui-même, c'est ce qui s'est passé dans les mois et les années qui ont suivi. De son vivant, Caroline était une personne fondamentalement discrète que le monde s'efforçait de mettre en lumière.
Après sa mort, le monde a achevé ce qu'il avait commencé avec elle, la privant de toute possibilité de réagir, de résister, de dire non. Le récit de son identité était désormais définitivement établi, et ce récit était cruel. Dans les années qui suivirent l'accident, une série de livres, d'articles et d'émissions de télévision ont contribué à forger une image de Caroline Bessette Kennedy qui reflétait peu la complexité de sa personnalité et beaucoup plus les besoins narratifs de leurs auteurs. Le portrait d'une femme fragile, tourmentée et supposément instable, qui aurait empoisonné la vie de John Kennedy Jr. par ses insécurités et ses exigences, gagna en popularité. Ce portrait a été en grande partie dressé à partir de sources anonymes, des personnes qui prétendaient connaître Caroline, connaître quelqu'un qui la connaissait, ou avoir entendu parler d'elle par des tiers. L'anonymat était la règle, la vérification, l'exception. Et Caroline, de toute évidence, n'a pas pu répondre. L'une des voix les plus fréquemment citées durant cette période était celle de Michael Bergin, mannequin et ancien compagnon de Caroline, à l'époque où elle travaillait pour Calvin Klein. En 2004, Bergin publia un livre intitulé « The Other Man », dans lequel il relatait une relation avec elle qui, selon lui, s'était poursuivie par intermittence, même après son mariage avec John Kennedy Jr. Ces affirmations furent largement contestées par l'entourage de Caroline et ne furent jamais corroborées par une source indépendante. Malgré cela, le livre déclencha un véritable tollé médiatique qui ternit l'image publique de Caroline pendant des années. Ce qui est véritablement révélateur, c'est ce que tout cela dévoile des dynamiques auxquelles elle a tenté de résister de son vivant. Son refus de parler, sa réserve, son refus de se construire un récit public ont créé un vide, et ce vide a été systématiquement comblé, sans son consentement, par des personnes aux motivations bien différentes. L'ironie est à la fois cruelle et éloquente. Caroline Bessette Kennedy est restée silencieuse pour protéger sa vie privée, et c'est précisément ce silence qui a permis à d'autres de la façonner à leur guise. Mais il y a plus à cette histoire, un élément qu'il faut comprendre, qui transforme notre perception de tout ce qui a précédé. Ceux qui la connaissaient vraiment, non pas des sources anonymes, mais de véritables amis, avec leurs noms et prénoms, racontent une autre histoire. Ils parlent d'une femme intelligente et directe, dotée d'un esprit vif qui surprenait ceux qui ne la connaissaient pas, d'une personne d'une loyauté profonde, difficile à saisir pour ceux qui n'en avaient pas été témoins, d'une personne qui a choisi de rester à l'écart, non pas parce qu'elle avait quelque chose à cacher, mais parce qu'elle croyait fermement que certaines choses ne regardaient personne d'autre. Sa meilleure amie durant ses années à New York, la créatrice Jessica Weinstein, a déclaré dans l'une des rares interviews qu'elle a accordées après l'accident, « Caroline était la personne la plus présente que j'ai jamais connue. Quand j'étais avec toi, j'étais entièrement avec toi. Rien d'autre n'existait. Cela ne correspond pas à l'image qui a été véhiculée d'elle, mais c'est pourtant bien ce qu'elle était. » Cette présence absolue, cette capacité de dévouement total, sont rétrospectivement l'exact opposé de ce que la presse cherchait à obtenir d'elle. Les médias réclamaient de la transparence, de l'accès, de l'implication. Caroline Bessette Kennedy accordait toute son attention aux personnes qu'elle avait choisi d'intégrer à sa vie, et au monde qui exigeait de la transparence, elle ne donnait délibérément rien. Elle n'était pas froide, elle était sélective. Et dans un monde qui confondait les deux, cette confusion lui a coûté sa réputation. En septembre 2024, la chaîne FX a diffusé pour la première fois la série de Ryan Murphy, American Love Story, qui retrace la relation entre John F. Kennedy Jr. et Caroline Bessette Kennedy. L'actrice chargée d'incarner cette dernière, Sadie Stanley, a donné des interviews dans lesquelles elle a décrit la préparation comme un exercice frustrant. Aucun document de référence, aucune interview, aucun enregistrement audio. La personne qu'elle devait interpréter avait tout fait pour ne laisser aucune trace publique. Il en résulte un paradoxe que Caroline aurait sans doute savouré avec son humour caractéristique. Celle qui a le plus résisté à la célébrité s'est transformée, des décennies plus tard, en l'une des figures culturelles les plus fascinantes de la seconde moitié du XXe siècle. Moins elle parlait, plus on parlait d'elle. L'histoire de Caroline Bessette Kennedy trouve un écho particulièrement fort dans le monde d'aujourd'hui, où l'exposition publique s'est tellement démocratisée qu'il n'est plus nécessaire d'être l'épouse d'un Kennedy pour être photographiée sans autorisation et jugée par des inconnus. Ce qui lui est arrivé, cette pression constante à la transparence, cette transformation de l'intimité en suspicion, ce cycle où le refus d'être scruté est interprété comme la confirmation qu'elle a quelque chose à cacher, décrit une expérience bien plus répandue aujourd'hui qu'en 1996.
Ce qui lui est arrivé s'inscrit dans un récit plus large concernant les femmes qui intègrent l'univers Kennedy et l'impact que cet univers a sur elles. Jackie Kennedy a appris à cultiver une image publique si impeccable qu'elle est devenue inattaquable. Caroline a choisi la voie inverse. Elle a tenté de ne se construire aucune image publique et a découvert que c'était encore plus dangereux. Le monde ne sait que faire des femmes qui refusent d'être vues, et lorsqu'il ne sait que faire d'elles, il les invente. Les dépouilles de John Kennedy Jr., Caroline Bessette Kennedy et Lauren Bessette furent dispersées en mer, au large de Martha's Vineyard, le 22 juillet 1999, depuis le destroyer USS Briscoe de l'US Navy. Des centaines de personnes se rassemblèrent pour la cérémonie commémorative organisée 2 jours plus tard à l'église Saint-Thomas More de New York. Le président Clinton y assista. Des discours furent prononcés, de la musique retentit. Le monde entier eut l'occasion de rendre un hommage public à John Kennedy Jr. Caroline Bessette Kennedy fut à peine mentionnée. C'était sans doute ce qu'elle aurait souhaité, et pourtant, c'est précisément ce que nous lui avons refusé de son vivant. Il existe un schéma récurrent dans l'histoire de Caroline Bessette Kennedy qui mérite d'être souligné, car il ne s'arrête pas à elle. Ce schéma se met en place lorsqu'une femme décide que sa vie privée lui appartient exclusivement, que l'accès à son intimité est un privilège qu'elle accorde et non une obligation. Lorsqu'elle choisit finalement de ne pas se construire une image publique, le monde réagit de façon assez prévisible. D'abord avec curiosité, puis avec insistance, ensuite avec irritation, et enfin, face à la persistance de la résistance, avec l'élaboration d'un récit expliquant pourquoi cette résistance est, en réalité, un défaut. Pourquoi la réserve est-elle assimilée à la froideur? Pourquoi le silence à l'instabilité? Pourquoi le refus de transparence est-il perçu comme le fait d'avoir quelque chose à cacher? Caroline Bessette Kennedy n'était ni la première ni la dernière femme à subir ce schéma. Mais son histoire l'illustre avec une clarté particulière, car les facteurs étaient tellement amplifiés que le mécanisme devient impossible à nier. Elle n'était pas une personne difficile, elle était une personne discrète, dans un monde qui avait décidé qu'elle n'avait pas le droit de l'être. Et cette distinction entre être difficile et être discrète, entre résister à l'exposition et avoir quelque chose à cacher, est une différence que le monde peine encore à établir, 30 ans plus tard, avec d'autres personnes, dans d'autres circonstances, avec le même système à l'œuvre. Caroline Bessette Kennedy est née le 7 janvier 1966 et décédée le 16 juillet 1999. Durant les 3 années où elle a occupé une position publique, elle n'a jamais accordé d'interview, n'a jamais fait de déclaration, ni expliqué quoi que ce soit à quiconque qu'elle n'ait librement choisi d'inclure dans sa vie. Jusqu'à la fin, elle est restée fidèle à elle-même. Et cela, tout bien considéré, n'est pas un échec.